a, en tout cas en son nom avec Pauline, développer un petit peu tout ce qu'on fait au niveau des soignants, au niveau de l'association SPS, puis après je laisserai la parole à Mélie et à Sylvain pour développer tout ce que fait effectivement Manureva Répi, et qui fait que je pense qu'on a une bonne complémentarité avec déjà tout ce qui est fait au niveau des associations d'aidants, tout ce qui est fait aussi au niveau individuel, mais nous tout ce qu'on a pu faire aussi au niveau des soignants, en souffrance. Quand on dit soignants, c'est plus que les soignants, c'est tous les professionnels de la santé. Et notre première mission, ça a été de répertorier qui étaient finalement les professionnels de la santé, parce qu'on parle de soignants, ça va bien avec aidant, mais finalement un soignant, c'est aussi bien un médecin, un paramédical, mais aussi des personnes qui travaillent dans les structures de santé, c'est le médico-social, c'est tout type de personnes qui sont au contact des patients, donc c'est 3,5 millions de personnes en France. Personne à ce jour n'a fait l'exercice d'identifier qui étaient les professionnels de santé, mais de la santé. On n'a aucun chiffre, y compris de l'adresse, qui répertorie en fait tous ces professionnels de la santé. Je prends un exemple, les ambulanciers, les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, les vétérinaires ne sont pas des professionnels de santé. Donc je pense que là, on a aussi un gros travail. On a parlé tout à l'heure de proches et d'aidants. Nous aussi, on a un travail sur qui sont finalement les professionnels de la santé. Qui sont-ils en s'appelant soit en professionnel de la santé, en tout cas, on a fait cet exercice qui est sur notre site. Juste en introduction, et après je laisserai la parole à Pauline. SPS, c'est depuis 2015. C'est pas qu'on est parti de rien, on est parti de moins que rien. C'est vrai, Olivier, vous sauriez, mais en fait, quand on a commencé à parler de la santé des soignants, et Pierre est parti, mais on nous a dit, mais non, si vous en parlez, c'est abîmer l'image de la profession. C'est honteux, c'est tabou, faut pas en parler, c'est normal. Il y a eu des publications qui ont été faites, mais surtout dans des revues internationales, évidemment célèbres, mais surtout, comme c'était en anglais, personne ne les lisait, puis personne ne comprenait rien. Donc oui, on savait que la santé des soignants était déjà très abîmée en 2015, mais surtout, il ne fallait pas en parler, il ne fallait rien dire, et surtout, il ne fallait apporter aucune solution. Ça l'est toujours un peu. Nous, on est toujours en combat, quand je dis en combat, avec le ministère de la Santé pour essayer de proposer des solutions reconnues avec une portée unique. On est en combat pour avoir l'année dernière offert aux étudiants notre plateforme nationale d'écoute. Voilà, donc quand je dis que c'est pas facile, quand c'est un vrai combat, on est parti de moins que rien. Et là, ce qui a été bien dans la crise sanitaire, c'est qu'on a enfin reconnu, officiellement je ne sais pas, mais qu'un soignant, un professionnel de la santé, pouvait être en mauvaise santé, pouvait souffrir, pouvait être anxieux, pouvait être épuisé. Donc c'est au moins cette reconnaissance qu'on a eue de la crise sanitaire. Mais quand on regarde après un an ce qui s'est passé, ben rien finalement, il ne s'est rien passé en fait. Il ne s'est rien passé et c'est toujours le même bazar. Et les soignants sont encore plus épuisés qu'avant et la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber en fait toute cette souffrance qui existait déjà. Moi je suis tombée par hasard dedans parce que Pierre m'a dit je vais organiser un colloque en 2015 et là je l'ai regardé, je lui ai dit bon ok on va faire un colloque Pierre, pas de souci. J'ai rencontré Eric Henry qui était président du SML en France, donc des syndicats des médecins libéraux, et qui lui-même avait fait 2 burn-out, son papa s'était suicidé. Et on s'est dit, on va y aller. Et on y allait, mais complètement naïvement. Pourquoi? Parce que quand je regarde rétrospectivement comment on s'est battu, mais quand je dis battu, c'est un combat. On disait tout à l'heure, on met notre habit, c'est exactement ça. On a voulu nous tuer, ce sont les termes qu'on a employés. Voilà, par rapport à ce qu'on mettait en place. Donc ça a été un vrai combat, ça l'est toujours. Mais on est très engagés. Nous aussi, on a beaucoup d'énergie. On a parlé beaucoup d'énergie ce matin, il faut en avoir. Et je pense que finalement, c'est la reconnaissance aussi des soignants quand ils nous appellent qui font qu'on est toujours là et qu'on a envie de faire des journées comme aujourd'hui pour raconter nos belles histoires, mais surtout pour avancer et en faire profiter d'autres. Donc l'association SPS, c'est 2 missions. Soutenir et en tout cas accompagner et soutenir tous les professionnels de la santé, mais c'est aussi des actions de prévention pour le mieux-être
Et je vais laisser la parole à Pauline. Moi, c'est Pauline Dubar. J'ai été infirmière pendant 12 ans. J'ai fait 12 ans de réanimation. Et aujourd'hui, je suis responsable projet de l'association et porte-parole de l'association. Alors, donc je suis particulièrement touchée et heureuse d'être là aujourd'hui parce que j'ai été aidante moi aussi, j'ai perdu mes 2 parents et voilà, donc je les ai accompagnés dans le cancer et les soins palliatifs. Et quand on est infirmière, on prend une place vraiment particulière puisque j'ai dû faire des soins à ma maman et particulièrement parce que mon père est mort beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc je connais bien la problématique et je sais à quel point c'est un engagement et que c'est vraiment parfois très difficile voilà, quand on est soignant et aidant, parce qu'il faut trouver sa place et c'est difficile de trouver la juste place. Pour revenir à ma rencontre avec Catherine, donc c'est il y a quand même quelques années, maintenant un peu plus de 4 ans, en fait, moi, je m'intéressais à la souffrance des soignants parce que dans ma pratique, j'ai vu des soignants souffrir. J'ai une collègue IAD qui s'est jetée par la fenêtre. J'ai eu un collègue aide-soignant qui s'est suicidé, qui s'est pendu. Bon, ma collègue infirmière a été rattrapée de justesse, heureusement. Un autre qui a fait une overdose. Enfin, voilà, j'ai vu des choses assez effroyables, plus de la maltraitance. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et je faisais de la recherche paramédicale sur la gestion du stress des professionnels de la santé. Et quand j'ai été dans ce congrès sur la qualité de vie au travail, j'ai beaucoup aimé le discours de Catherine. Et à la pause, on a discuté. La semaine d'après, ce qui était vraiment bizarre, parce que Eric est breton. Et il était à Lille la semaine suivante. Donc j'ai rencontré Eric. Et puis bon, son énergie m'a plu. Je suis assez dynamique aussi. Donc voilà, au mois de décembre, je suis arrivée. Et puis j'ai été nommée déléguée de Hauts-de-France. Et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. Donc, comme Catherine l'a dit, on est une association qui a 2 missions. Donc moi, je vais vous parler de l'accompagnement. En 2015, une première enquête a été faite. Et ce qui est ressorti, c'est que les professionnels attendaient une écoute externe à leur structure et une écoute par un professionnel. Donc SPS très rapidement a mis en place un numéro vert et qui est accessible également sur une application. Donc 0805 23 23 36 et l'application ASSO-SPS sur le Google Play ou l'App Store qui est entièrement gratuite et je vous conseille de la télécharger parce que c'est très facile d'accès et puis que quand on est en souffrance, parfois on ne sait plus le nom de l'association qui peut nous aider et on ne sait plus encore moins le numéro. Donc voilà, donc c'est un peu comme une assurance, vous l'avez dans votre téléphone et ça peut servir aussi à d'autres. Si quelqu'un est en souffrance, vous pouvez aussi lui filer le tuyau ou appeler pour lui pour savoir que faire parce que des fois on est un peu démuni face à la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc c'est des psychologues libéraux qui répondent, donc des psychologues libéraux, cliniciens, qui évaluent en fait le degré d'anxiété des personnes appelantes de 0 à 5. 0 c'est le renseignement administratif, savoir si ça fonctionne, un journaliste qui prend des renseignements ou un directeur d'établissement. À partir de 1 c'est une anxiété qui commence, et 5 c'est la personne qui a limite la corde autour du cou et dans ce cas-là on lève l'anonymat et on envoie le SAMU puisqu'il y a un risque suicidaire imminent. Une fois que la personne a évalué l'état d'anxiété de la personne, elle va lui proposer une réorientation vers notre réseau national du risque psychosocial qui est composé de 1000 experts sur toute la France, psychologues, médecins généralistes et psychiatres qui accompagnent en consultation ou téléconsultation, parce que la Covid a quand même amélioré aussi ces téléconsultations et c'est très bien comme ça, parce qu'il y a malheureusement des régions qui sont, c'est très disparate sur le territoire français, donc c'est très bien qu'on puisse avoir accès aussi à la téléconsultation. Et voilà, donc ces personnes-là reçoivent en consultation, quand c'est médecins et psychiatres, ça rentre dans le remboursement sécurité sociale classique. En revanche, pour les psychologues, l'association a à cœur de prendre en charge 2 consultations, la première à 40 € et la seconde à 32 pour pouvoir permettre aux personnes d'accéder à ces consultations malgré tout, même s'il y a parfois des difficultés financières, parce que parfois c'est le cas, il y a aussi des questions sociales qui viennent s'ajouter à la souffrance psychique. Et si toutefois c'est pas suffisant et que la personne est vraiment en souffrance et que c'est assez urgent, et puis parfois parce que les personnes malgré un arrêt maladie n'arrivent pas à décrocher, on peut les hospitaliser. On a référencé les unités qui sont dédiées à la prise en charge des professionnels de la santé dans toute la France. Vous avez la cartographie sur le site internet. Et voilà, et il y a une clinique, celle de Louan, qui vraiment prend en charge que des professionnels de santé. Donc l'avantage c'est que ce sont des soignants qui ont choisi de soigner d'autres soignants, ce qui n'est pas facile. Pour l'avoir fait, je sais que c'est pas toujours simple, de peur d'être jugé, etc. Donc là, pour le coup, c'est des personnes qui ont vraiment choisi de faire ça. Donc il y a vraiment une bonne prise en charge hyper spécialisée qui permet soit un retour dans leur profession initiale et si c'est pas possible, dans ce cas-là, de faire une réorientation professionnelle. Et dans ce cas-là, on travaille avec d'autres réseaux pour faire tout ça.
Sur notre réseau national du risque psychosocial, on travaille avec le service de santé des armées, le réseau Morphée, et très récemment, on a contractualisé avec l'AP-HP qui propose un bilan d'une demi-journée pour les professionnels de la santé qui est entièrement gratuite. Et voilà, donc les personnes sont accueillies à l'hôpital Raymond Poincaré par la médecine du travail, font leur petit bilan et ensuite sont réorientées. Voilà, donc ça c'est le volet accompagnement. Et comme vaut mieux prévenir que guérir, Catherine va vous parler du côté prévention de l'association. En fait, au-delà de ce parcours gratuit d'accompagnement psychologique des professionnels de la santé, en fin 2018, on a fait une étude avec la MNH qui a montré en fait que le professionnel de la santé était en mauvaise santé sur tous les critères: alimentation, activité physique, sommeil, addiction, bon, puis vaccination. Alors déjà à l'époque, on parlait de vaccination. Et là, on s'est dit, et grâce à la région Île-de-France d'ailleurs, on s'est dit qu'il y aurait des choses à faire au niveau de la prévention santé des professionnels de la santé. Et la région nous a dit, nous on aimerait bien travailler avec l'association SPS, aussi pour éviter la désertification médicale. En Île-de-France, il y a beaucoup de trajets et les gens fuient en fait Paris et la région parisienne pour avoir une meilleure qualité de vie. Et puis ceux qui restent, par contre, on aimerait bien qu'ils soient en meilleure santé. Donc comment vous pouvez nous aider à faire ça? Et l'enquête venait de tomber, donc on a commencé à l'époque à organiser ce qu'on a appelé les JAD. Alors encore un acronyme, au-delà d'être le prénom le plus donné, en tout cas pour les titres en 2021, ça veut dire toujours journée d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. Et l'objectif de ces journées, c'était de créer, en tout cas dans des structures de santé, de rassembler dans des structures de santé, en fait, tous les professionnels de la santé, sur des thématiques, 4, on en avait identifié 4, tout ce qui était gestion du stress, management et communication, tout ce qui était mode de vie et alimentation, et prévoyance. Et parmi ces 4 ateliers, voilà, on avait un certain nombre d'ateliers, dont vous en avez certains aujourd'hui qui sont représentés. On faisait, et d'ailleurs on en a fait un lundi encore, on a recommencé en présentiel, une douzaine d'ateliers dans lesquels les soignants pouvaient choisir leur atelier d'une heure. Alors attention, ce n'est pas en une heure qu'on prétend faire de tout révolutionner, mais en tout cas c'était au moins leur faire prendre conscience qu'ils ne dormaient plus bien, qu'ils mangeaient plus bien, qu'ils ne bougeaient plus bien. Et c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire qu'on est tellement conditionné dans une machine en fait qu'on prend même plus conscience que en fait on est une personne dans laquelle on a besoin de se ressourcer pour aller mieux. Donc en fait ces JAD étaient vraiment une prise de conscience, sont toujours une prise de conscience pour donner en fait aux soignants et professionnels de la santé en fait des solutions de ressources pour aller mieux. Donc on en a fait une dizaine en 2019, puis en 2020 est arrivée la crise sanitaire et on a stoppé nos JAD. On a été, je peux vous dire, dans un tunnel à partir du 23 mars 2020. On est passé de 3 appels par jour à 150 appels par jour. Voilà, du jour au lendemain. Alors certes, on a fait une grosse campagne de communication géolocalisée en Grand Est qui nous a permis de cibler tous les professionnels de la santé qui en avaient besoin en Grand Est, ensuite en Île-de-France et en Hauts-de-France, grâce à une plateforme d'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, on a vu effectivement une détresse qui a commencé, puissante, et quasiment avant tout le monde, on savait ce qui se passait. Et d'ailleurs, on a un formidable, avec cette plateforme, observatoire de la santé des soignants, puisqu'on a reçu 16 000 appels à 6 ans, et 12 000 les 2 dernières années, et on continue à en recevoir là depuis le début de l'année, à peu près sur la même tendance que l'année dernière. Donc oui, certes, la plateforme est plus connue, mais aussi, les gens appellent plus, et la souffrance est là. C'est-à-dire pas pour les mêmes raisons que pendant la crise sanitaire, mais là, il y a une certaine lassitude, les gens ont envie de faire autre chose, les gens, en tout cas les soignants, les professionnels de la santé ont envie de partir. Donc en fait, ces JAD permettent en fait d'essayer de prendre conscience de sa santé, que n'est pas forcément en bonne santé. Donc 2020, passant ce tunnel, fin 2020, on a dit on ne peut plus rien faire dans les structures de santé, on va organiser de ce fait des IJAD, donc au lieu de les faire en présentiel, on les a fait en visioconférence. Moi j'ai fait un pilote, je me dis on va faire ça le mardi et le jeudi au hasard de 19h à 20h. Et puis le pilote, il est toujours là 14 mois après, c'est-à-dire que depuis 15 mois, on a fait plus de 120 visioconférences, formé plus de 3000 professionnels de la santé, et tous les mardis, tous les jeudis,
on a une visioconférence d'1 heure dans laquelle on invite gratuitement sur Zoom les professionnels de la santé à se connecter. Alors ça va du yoga au mindfulness, à l'art-thérapie, à l'activité physique, à l'hypnose. Toutes des interventions non médicamenteuses, c'est pour ça que Pauline a pris la parole ce matin. On fait très attention à la rigueur scientifique qu'on aborde lors de ces ateliers avec des intervenants qui sont tous quasiment des professionnels de la santé, qui ont une expertise reconnue, démontrée dans chaque approche. Mais c'est aussi la prévention du suicide, c'est aussi la communication non violente, c'est aussi les questions juridiques. Les conférences sur le juridique, le droit, mais c'est aussi l'alimentation aussi. Donc on a maintenant plus de 60 ateliers référencés qui se déclinent tous les mardis et le jeudi. Et on a repris depuis lundi les journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. Et puis, on fait comme aujourd'hui, on a décidé aujourd'hui aussi de faire des conférences thématiques dans une maison, et j'ai envie de dire c'est le 3e volet de la prévention. On a créé, on avait cette idée, en tout cas Eric avait cette idée depuis 3 ans, de créer un lieu dans lequel les soignants puissent venir échanger, se ressourcer, se former. Et ce lieu, comme par hasard et par magie, mais par des rencontres, parce que la vie est faite de rencontres, nous sommes effectivement dans les lieux du RPS Chirurgien Dentiste Île-de-France, parce que l'ex-président en fait, a participé à une assemblée générale et a dit tiens, c'est effectivement une mission que nous, on a envie aussi d'accompagner, on vous accueille pour que vous puissiez développer toutes vos actions. Donc voilà en fait ce que sont les missions de prévention de l'association SPS, qui sont des missions effectivement pas d'accompagnement psychologique, mais plutôt de ressources en fait. Plus que des ressources, des fois c'est un petit peu de pédagogie quand on est dans la prévention de suicide, mais qui permet en tout cas, attention, on est une toute petite pierre, voilà, il y a plein d'autres choses qui sont faites et on ne vient là qu'en complémentarité, mais qui permettent quand même d'offrir aux soignants, aux professionnels de la santé, une parenthèse, en tout cas dans leur vie qui est quand même très chaotique en ce moment. C'est aussi des gestions de crise. On a fait la gestion, on est dedans encore sur les Antilles, Martinique et Guadeloupe. C'est aussi avec les EHPAD, on y est en ce moment avec de l'organisation de groupes de parole. Ce sont des enquêtes. On a fait une enquête l'année dernière sur le sommeil avec les étudiants. C'est aussi une reconnaissance maintenant. On a été reconnu d'intérêt général fin 2019. Et puis je pense aussi c'est une ouverture vers le monde en général. On a eu une expérimentation avec le département Haute-Savoie pour accompagner les agents, parce qu'avec ce qui s'est passé en Haute-Savoie, la fermeture des stations de sport d'hiver, on a eu un burn-out et un épuisement, enfin en tout cas une anxiété forte de tous les agents en Haute-Savoie, donc on les a accompagnés. Et puis tous ceux qui viennent vers nous, on essaie par gestion de crise ou par accompagnement global de les aider à notre niveau, avec nos petites mains, pour essayer de pouvoir les aider. Alors, on fait ça avec des pouvoirs publics, la Caisse nationale d'assurance maladie qui nous finance sur notre plateforme, 7 ARS, la région Île-de-France, la région de France, la région Occitanie, des fondations aussi avec qui on est en financement. Mais c'est un vrai combat pour essayer d'obtenir des financements et des partenariats pour continuer à offrir, puisque tout est gratuit, cette maison est gratuite. Il y a des consultations de psychologues, il y a des groupes de reconversion, des groupes de parole, des bilans sport santé, des ateliers de ressources, des formations. On a plus de 20 jours de formation par an, mais tout ça, il faut le financer et on cherche effectivement tous ces partenaires. Et puis c'est des rencontres, et c'est une formidable transition peut-être avec Manureva, avec des rencontres avec Patrick qui est dans l'Assemblée, qui fait que voilà, des fois on a envie d'échanges et de pouvoir partager en fait toute cette expérience qu'on a eue au sein de l'association pour dire on l'a fait au niveau des policiers, puisque la plateforme est la plateforme des policiers, on l'a fait pour les étudiants. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des aidants soignants, peut-être aidants en général demain? On a commencé en 2015, on ne savait pas où on allait finalement, puis 6 ans après, on a construit quand même
une reconnaissance. On a bousculé les lignes, puisque certaines plateformes autres sont nées, sont mortes depuis, mais je pense qu'on a bousculé les lignes comme ce qui se fait en ce moment aussi au niveau des aidants. On sent qu'il y a quand même une effervescence autour de ça, et je pense qu'il y a un niveau collectif, mais il y a aussi un niveau individuel qui permet que chacun d'entre nous puisse, avec des journées comme celle-ci, qui sont des vraies journées de mobilisation, de travail, etc., de dire finalement les enregistrements qu'on va pouvoir diffuser, c'est une petite graine qui va germer et qui finalement peut-être demain va dire que les aidants et les soignants vont trouver aussi, et j'entendrai peut-être plus finalement ma ressource c'est le travail. Finalement, moi j'ai envie de dire que peut-être dans un an, si on refait le même événement, ma ressource c'est, je suis allée dans un séjour Manureva Répi, c'était génial, ça m'a permis de prendre une grosse bouffée d'oxygène et de repartir bien, et surtout d'en parler aux autres pour essayer d'être encore plus aidant, d'être encore mieux soignant. Donc voilà, l'association SPS, au-delà d'un accompagnement psychologique, d'action de prévention, c'est une vraie philosophie. C'est des vraies valeurs que moi j'ai adoré partager ce matin avec vous. Et aussi c'est la construction avec d'autres personnes pour essayer de porter un message et de pouvoir aider et d'accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. Cette journée est tellement riche que je pourrais prendre beaucoup de mots qui sont arrivés jusqu'à moi. Et je dis mots et mots, vous avez compris ce que je veux parler. Et notamment un qui est la rencontre. En fait, c'est la rencontre entre deux êtres qui détermine un avenir. C'est pas la peine que je reprenne ce que Thierry Calva nous a dit ce matin, mais en ce qui me concerne, c'est cette rencontre que je vous ai racontée avec cette famille qui voulait partir en vacances alors que c'était la fin de vie, donc c'est une idée un peu bizarre. Mais c'est aussi ensuite la rencontre avec les associations des aidants. La toute première personne que j'ai rencontrée, c'est Claudie Culac. Et lorsque je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle m'a dit « Sylvain, c'est l'avenir pour le répit en France ». Bon, c'était un début. Ensuite, j'ai rencontré Dr Hélène Rossineau. Et elle m'a dit « Sylvain, ce que tu vas faire, c'est un concept incroyable, c'est l'avenir. » Et je lui ai dit, tu es très sympa, parce que tu es en train de me dire que je n'aurai jamais de clients en vacances chez moi. Pourquoi? Bah oui, j'ai écrit les aidants sont invisibles. C'est super. Donc moi, je vais commencer un concept avec des gens que je ne connais pas, que je ne verrai jamais. Et pourtant, j'ai cru en ces deux personnes. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes. Et vous voulez, tout à l'heure, je vous ai dit, au début de cette journée, un merci vers les soignants qui m'ont sauvé la vie. Et je voudrais en profiter pour vous dire à vous qui représentez les associations des aidants, un grand merci parce que vous avez donné la raison d'être de Manureva Répi. Et lorsque j'ai rencontré des gens d'exception que vous êtes, de ces femmes qui sont aujourd'hui les aidants de la nation, parce que vous êtes les aidants de la nation, vous portez au loin ce que les aidants ont besoin. Hélène serait encore là, elle aimerait la phrase que je vais sortir. Sans les aidants, notre système de santé ira dans le mur. C'est aussi simple que cela. Et pour aujourd'hui, cette rencontre, je la prends comme un trait d'union. C'était une journée rêvée, c'était une journée nécessaire de trait d'union. Comment on n'a pas pensé plus tôt que les soignants ne peuvent pas être distancés des aidants et que les aidants ne peuvent pas être distancés des soignants? C'est le même monde. Et si ensemble on arrive à porter la voix des soignants qui sont, comme Catherine vient de nous l'expliquer, ou comme Alice l'aurait dit tout à l'heure, au niveau des aidants, eh bien nous avons là une première mission qui est de lever la barrière psychologique. Et cette barrière psychologique, je vous le dis, nous sommes tous touchés, sans exception. Et quand je m'adresse à Olivier, ou quand je m'adresse à d'autres qui parlent au pouvoir public et aux journalistes, aux médias, je leur dis, s'il vous plaît, levez la barrière psychologique de nos gouvernements.
Arrêtez de penser des choses toutes faites, toutes terminées. Réfléchissez à 360 degrés, parce que la force, elle est là, on la voit, elle est présente. Quand vous commencez à vous exprimer, moi je me dis, je suis porté dans ce que je suis en train de faire, et tout à coup je trouve la raison d'être de manière vérifiée. Et ce qui m'a interpellé, c'est que moi en fait, je ne sais pas faire grand-chose. C'était très étonnant. Et je vous ai parlé tout à l'heure de mon épouse, je parle souvent de la famille, des expériences, etc. En fait, bon, moi je suis un petit banquier qui a commencé un jour des études à la banque. Ça n'a rien à voir avec nous, n'est-ce pas? Bon, c'est une histoire d'argent. Et ce monde était trop petit pour moi. Et donc je suis allé vers le monde du tourisme. Et dans le monde du tourisme, j'ai commencé à découvrir les rencontres. J'ai commencé à découvrir les services. J'ai commencé à découvrir les seniors. Et enfin, j'ai découvert les aidants. Et je me suis rendu compte d'une chose simple. Voici que nous sommes tous mobilisés. Voici que nous mettons toutes nos forces en œuvre. Et il écrit dans la loi le droit au répit. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Regardons de plus près. Le droit au répit, très bien, parfait, avec l'aide personnalisée, on a parlé tout à l'heure des 500 €. Ah tiens, il donne même de l'argent, c'est magnifique. Ok, voyons ce qui se passe. Et depuis tant d'années, ce qui se passe, d'après moi, d'après mes calculs, le mathématicien qui s'est arrêté à l'école primaire, donc je n'arrive pas trop à aller loin, quoi. Bah si on arrive à faire 3000 séjours de répit en France par an, on est au bout du rouleau. Et donc, je me suis dit, tiens, si on parle d'11 millions d'aidants, que les sondages BVA ou Ipsos nous disent que 79% d'entre eux veulent partir en vacances avec leurs proches fragilisés, que la moitié des aidants ont des problèmes de stress et de fatigue psychique, où sont donc ces gens qui ne vont pas en vacances? C'est bizarre. C'est bizarre, ce truc-là est vraiment bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout l'effort, malgré tout ce que vous faites et tout ce que nous faisons ensemble, le message n'est toujours pas passé. Ouais. Et le message arrive que dans le moment de détresse, quand on est vraiment au bout du rouleau, quand il n'y a vraiment plus de solution, alors là, ça sonne chez nous. Hein. Ah oui, ça sonne chez vous, Alice, mais ils sont au bout du rouleau. D'accord? Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est pour faire entendre la voix des aidants et des soignants. Nous devons pas juste faire quelques vidéos, quelques conférences. Nous devons tout simplement crier pour que tous les sourds nous entendent. Pour qu'ils comprennent que demain, sans les soignants et sans les aidants, ce monde que nous avons voulu construire, tellement protecteur, va tout simplement s'arrêter. Voilà, vous pourriez prêcher sur l'environnement, ce sera la même chose. Hein, de toute façon, tant qu'on n'est pas concerné, ça ne nous concerne pas. Eh bien, nous sommes concernés, et parce que nous sommes concernés, nous voulons porter la voie plus loin. Et donc, moi, je n'ai rien pu faire autre chose que me dire, où sont-ils? J'ai commencé par parler avec vous au niveau des associations, et vous relayez d'ailleurs bien le message, et ben, je vous dis, je ne suis pas satisfait. Comme ça, les choses sont claires. Pourquoi je ne suis pas satisfait? Non pas par toute votre énergie, par tout ce que vous faites, à tous les niveaux. Non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'on ne les voit toujours pas. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je ne sais pas faire autre chose que des vacances. Désolé de vous le dire aussi simplement que ça. Et donc, je proposais de faire le trait d'union entre les soignants et la maison des soignants ou l'association SPS qui fait un travail absolument remarquable, entre le collectif Je t'aide, l'association avec nos proches, la compagnie des aidants. Je voulais juste être le trait d'union là et le dire. Et si, au-delà d'amener du répit, j'amenais aussi le trait d'union? Et si je vous révélais les aidants? Et c'est ce que nous allons faire. Il me dit, Sylvain, celui-là est drôlement prétentieux, nous ça fait 10 ans qu'on bosse sur le sujet, et lui il va révéler les aidants. Et ça c'est vraiment un sacré garçon. Hein. Ben écoutez, en tout cas je vais essayer de le faire. Non, essayer ça ne me plaît pas. Je vais le faire. Je veux le faire. Et comment je vais le faire? Ben, je vais révéler les aidants là où la vie s'est arrêtée d'une vie normale. Lorsqu'ils sont allés en vacances, et puisque c'est ce que nous avons, et Amélie le dira tout à l'heure, mieux sur ce que nous faisons,
quand ils arrivent au centre d'appel chez nous, qu'on appelle aujourd'hui le centre d'écoute, sur lequel on devrait évoluer, parce qu'on a besoin de travailler ensemble sur ces sujets-là, ce n'est pas à nous d'avoir une ligne ouverte vers ça. Plus de 70% d'entre eux nous annoncent avoir été en vacances il y a en moyenne 5 ans. Et donc, constatant cela, je me suis dit, il faut aller les chercher quand ils ne sont plus allés en vacances. Et voici que nous allons faire une première expérimentation qui aura lieu, donc, et comme quoi les choses sont bien faites dans la vie, il n'y a que des rencontres, mais aussi des événements, le 18 mars, donc c'est maintenant, un des premiers grands leaders voyagistes, qui est le croisiériste Costa Croisière, a accepté d'être convaincu par nous d'annoncer par newsletter ce vendredi à l'ensemble des croisiéristes de plus de 50 ans, n'ayant plus venus en croisière parce qu'ils sont devenus aidants, qu'ils pourront accéder à la première croisière des aidants qui aura lieu au mois de septembre, sur Costa Croisière. Et voici donc que nous allons avoir quelques milliers de personnes qui sont invisibles pour nous tous et qui vont devenir visibles juste parce qu'ils sont là où leur vie s'est arrêtée. Et les aidants, je vous le dis, tant que nous allons continuer à les chercher là où leur vie se complique, nous aurons beaucoup de travail. Mais si nous allons les chercher à l'endroit même de la prévention, à l'endroit même avant que ça arrive, nous allons réussir quelque chose de magnifique ensemble. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, moi, je vais essayer d'apporter cette petite pierre à l'édifice. Je n'arrive pas à faire autant que vous faites parce que c'est tellement remarquable. Tout ce que vous faites, les associations des soignants et des aidants, mais nous allons essayer d'apporter ce petit moment de répit. Et alors, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet du répit. D'ailleurs, même Thierry Calva, hier soir, a dit « Écoute, tu devrais changer ton nom, pas t'appeler Manuel Répit, t'appeler Manuel Reva Vacances. » C'est aussi des développements intellectuels qu'on pourrait avoir. Et puis, on a beaucoup travaillé sur le sujet du répit. Et puis, finalement, plus ça va, et Amélie pourra peut-être le prouver, plus ça va, plus on parle de vacances. Et en fait, les vacances, c'est juste l'instant du repos mérité du travail que nous effectuons. Et nous avons tous besoin, quand la journée est passée, de dormir et de se reposer. Sinon, personne ne tient. Et nous avons tous besoin, après l'œuvre que nous faisons pour notre prochain, de souffler un instant. Et donc on m'a dit, bon, ok, on va faire des séjours de répit. Et nous, on a commencé à faire vraiment avec les plateformes, les associations, etc. Et on a eu la même chose que vous vivez au niveau des associations des aidants. Tous ceux qui arrivent, qui sont, on va dire, le haut de l'iceberg, là où on est vraiment dans des situations incroyables. Moi, j'ai l'humilité, je ne sais pas, le rêve de penser qu'on va réussir à généraliser les vacances répit en France, tout simplement parce que la culture des vacances va rester, d'autant plus qu'en France, on a quand même ce qu'il faut en entreprise du tourisme pour être à la hauteur et d'accueillir chacun. Jusqu'à l'exception près que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas imposer une solution toute faite à un aidant. Trop souvent, on lui dit « Ah ben, je te trouve une solution, c'est quoi ?» Par exemple, aujourd'hui, c'est à la mode, c'est le car management. Et j'adore Guillaume et j'adore Christine, etc. J'ai pas de soucis. C'est le cas. Alors, on te donne une solution, on va penser à ta place et on va tout réfléchir à ta place et on va tout régler à ta place. Youpi, ça va aller parce que nous avons des solutions. C'est très bien, donc on impose des solutions toutes finies, toutes faites à son prochain. Et bien sûr qu'il en faut. Mais tout ça ne va toujours pas révéler la grande majorité des aidants qui sont tellement silencieux qu'on ne les voit pas. Et donc, j'ai imaginé que si on veut aller dans une rencontre et qu'on veut faire un bout de chemin avec quelqu'un, eh bien, ça passe déjà par l'aspect physique. Enfin, soit on se plaît ou on ne se plaît pas. Enfin, voilà. Ça passe par le caractère, où les choses vont ensemble. Ça passe par des goûts différents. Et on s'est donc rendu compte que nous devons faire des vacances sur mesure. Là, je vous laisserai raconter le détail. Parce qu'il y a autant d'individus différents de ceux que je connaissais dans mon ancienne vie quand je gérais 34 résidences de vacances. Et
mon associé me disait toujours, pourvu qu'il y ait un bon lit pour qu'on puisse bien dormir, et puis de quoi bien manger, et le reste ça va aller. Et en fait, ça ne suffisait pas, parce qu'il fallait des rencontres, et il fallait des moments de vie, il fallait des liens sociaux. Et il y avait même des divorces pendant les vacances. Il n'y a pas que des mariages pendant les vacances, d'accord? Il y a tout ça, il y a eu pendant les vacances. Bon. Et donc, nous devons, non pas trouver une solution toute faite, mais dire, voilà, tous nos lieux ne sont pas des lieux stigmatisants, c'est des lieux de vacances, des stations thermales, des lieux touristiques, des croisières, et on va essayer d'adapter pour chacun. L'un, il ne veut aucun service, et il n'aura aucun service, parce qu'il lui suffit simplement la pension complète, il est content, et l'autre va se retrouver dans d'autres solutions que nous amenons, que je vais laisser dévoiler à Amélie, sur l'ensemble de notre concept. Mais vraiment, quand on me demande au début, Sylvain, qu'est-ce que tu veux? Alors c'était toujours intéressant parce que toutes les start-up, parce que je ne suis pas une association, comme vous l'avez compris, je suis une start-up, elles m'ont dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas une association? Enfin, ton but c'est vraiment une association, enfin ça n'a pas de sens. Je me suis dit, d'abord je ne sais pas gérer une association, donc ça c'est un sujet à part, mais mon temps ne va pas être celui de supplier d'avoir sans arrêt des subventions. Mon temps va être de créer des vacances, de créer de la richesse, et cette richesse, je vais la partager même avec ceux qui ne pourront pas partir en vacances. Et c'est ça qu'on veut faire ensemble. Et donc, je vous demande ni de l'argent, sauf à Patrick, bien entendu. Non, je vous demande simplement de continuer ce que vous faites si bien, d'être le porte-parole, le porte-voix des soignants, le porte-parole, le porte-voix des aidants, et que vous leur dites qu'il existe un endroit dans le tunnel qui est une issue de secours. Nous prenons tous le tunnel lorsque nous devenons aidants ou soignants. Dans ce tunnel, il n'y a qu'une marche, c'est la marche avant, il n'y a pas d'autre. Et tout le monde espère qu'à la fin de ce tunnel, il y a la lumière. Mais dans ce tunnel, parfois la lumière va disparaître, parfois il va manquer de l'oxygène. Vous faites les métaphores vous-même, ce n'est pas la peine que je vous les fasse. Mais nous avons construit un petit abri, une petite issue de secours, ça s'appelle Manu Rêveur Répit. Si vous voulez vous arrêter 2 secondes là, vous allez voir que vous allez revenir. Parce que nous avons tous besoin d'un moment de pause. Donc bonjour à tous, Amélie, responsable des opérations chez Manu Rêveur Répit. Voilà, moi je tenais à expliquer un petit peu le fonctionnement en fait de Manu Rêveur Répit. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux aidants? On est à ce jour la première agence de voyage en France qui soutient la prévention de santé des aidants et qui va s'intéresser au répit des aidants, à leur repos et au fait de pouvoir souffler et s'accorder un moment pour soi. Parce que comme on l'a vu ce matin, tout le monde trouve le répit dans le travail, mais malgré ce qu'on peut penser, on a énormément d'appels sur notre centre d'écoute de personnes qui nous disent « Moi, je ne suis pas partie en vacances depuis le début de la maladie de mon époux, de ma compagne, ou je ne pars plus, je ne m'autorise plus, ou je culpabilise en fait. Si j'ose dire à mon proche aidé je vais partir en vacances », ça veut dire que je vais l'abandonner? Eh bien non, pas forcément. On a la possibilité de faire partir les aidants en vacances. Donc Manu Rêveur Répit a une double casquette à la fois d'accompagnement, mais aussi d'organisateur de vacances, parce qu'on est quand même une agence de voyage pour la prévention de santé. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On a un centre d'écoute sur lesquels évoluent des référentes dédiées, des conseillères référentes dédiées pour les vacances, qui vont lever l'ensemble des freins, des barrières que les aidants peuvent avoir à se dire « je vais partir en vacances ». Donc il y a différents freins à différents niveaux. On a des aidants qui vont nous dire au niveau de la logistique, c'est tout simplement impossible de partir en vacances avec mon proche aidé. Financièrement, vous me parlez de vacances, mais je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Après, on va aussi avoir des personnes qui vont nous dire, notamment pour les personnes qui veulent partir avec leur proche aidé, des questions sur la sécurité, notamment la prise en charge du proche aidé, enfin, comment je vais partir avec lui. Est-ce que je peux partir seule aussi? Parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a des aidants qui veulent partir seuls, d'autres avec le proche aidé, d'autres avec la famille. Voilà, parfois ce sont des voisins ou des amis qui nous appellent pour dire moi j'emmènerais bien la personne que j'aide, mon voisin que j'aide. Donc voilà, on a différents formats de personnes qui nous appellent sur ce centre d'écoute. Les référents dédiés vont lever les différentes barrières que les aidants vont exprimer pour permettre rien que d'envisager un premier projet. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une étape qui est quand même assez longue entre
la prise de conscience du « je peux partir en vacances » et le « je pars en vacances ». On a vraiment nos référentes qui sont sur un temps quand même assez long sur le cheminement, sur la prise en considération du fait qu'il existe des vacances et je vais partir. Et donc cette référente dédiée, elle va élaborer chez nous ce qu'on appelle une checklist des besoins de l'aidant et de l'aider secondairement. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va étudier la situation de l'aidant parce que comme l'expliquait tout à l'heure Sylvain, il existe 1000 situations, plein de situations différentes et on ne peut pas proposer des vacances, les mêmes vacances à tous les aidants qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du sur-mesure, des vacances qui sont faites sur mesure en fonction des besoins qui vont être exprimés par l'aidant. Donc si on a un aidant qui arrive sur le centre d'écoute et qui nous dit « moi je trouve plus le sommeil, moi j'ai telle ou telle douleur, moi j'ai la dégradation avec mon proche aidé qui s'est complètement, ma relation avec mon proche aidé qui s'est complètement dégradée, j'ai besoin de vacances plutôt en binôme, non moi je veux partir seule ». Voilà, le référent est vraiment là pour étudier la situation, le profil de l'aidant, ses besoins, pour construire avec lui un projet de vacances qui va vraiment répondre et tenter de pallier aux besoins qu'il a exprimés. Donc effectivement, après qu'on a fait cette checklist, on va pouvoir proposer un projet à l'aidant, qui peut être totalement différent d'un aidant à l'autre, puisque pour vous donner un ordre d'idée, on a différents types de vacances qui vont être sur mesure pour chaque situation d'aidant. On va avoir des vacances notamment sur des destinations thermales sur lesquelles on a travaillé avec, par exemple, la chaîne thermale du Soleil ou France Therme que vous pouvez connaître, sur la création de mini-cures prévention de santé spécifiquement dédiées aux aidants. On va également avoir des destinations touristiques plus classiques dans des hôtels de charme, des petits hôtels sur lesquels on va pouvoir mettre en place des excursions touristiques parce que les aidants sont quand même en demande de pouvoir visiter comme avant, mais on va être aussi en capacité pour les personnes en demande d'ajouter des ateliers ou des activités du type sophrologie, de la musicothérapie, de l'art-thérapie. Et puis plus récemment, on a mis en place des séjours thématiques et donc là on vient répondre à une demande qu'on a quand même repérée assez récemment de la part des aidants, c'est le fait qu'ils sont très demandeurs maintenant de partir en vacances avec d'autres aidants pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir échanger. Ils sont déjà au quotidien, j'ai envie de dire, isolés. Ils n'ont pas forcément envie de partir en tête-à-tête, malgré ce qu'on pourrait penser. Ils n'ont pas forcément envie de partir qu'en tête-à-tête avec le proche aidé ou seul. Et ils ont été demandeurs en débutant sur nos premiers séjours individuels de rencontrer d'autres personnes et de créer une communauté en fait, de créer une communauté, de pouvoir échanger sur ces séjours. Et donc on a mis en place, depuis l'année dernière et notamment pas mal cette année, des séjours thématiques sur lesquels on regroupe des individuels. Ce ne sont pas des séjours de groupe, des séjours organisés comme vous pouvez connaître avec d'autres opérateurs. Ce sont vraiment des séjours thématiques sur lesquels on va regrouper des aidants dans des situations différentes, mais qui vont pouvoir chacun échanger et qui surtout vont partager ensemble des activités qui leur sont vraiment uniquement dédiées. Donc on va être sur des groupes de parole avec des psychologues, on va être sur de l'art-thérapie, de la musicothérapie, voilà, différentes activités qu'on peut mettre en place. On le fait également sur des soins de bien-être, des massages, des mini-cures sur la partie thermale. Et donc effectivement ça permet vraiment aux aidants de se regrouper, donc ça c'est un autre cas de figure, voilà, ce sont ces séjours thématiques. C'est notamment ce qui va être le cas aussi sur la croisière des aidants dont on a parlé tout à l'heure, avec le regroupement de plusieurs aidants sur cette croisière, avec la possibilité bien évidemment de partir en excursion. Et voilà, donc ça ce sont nos différents formats de séjour. On en a un dernier qu'on a mis récemment en place qui va être le Sérénité Plus, parce que même si, comme le disait tout à l'heure Sylvain, ce qui apparaît à l'heure actuelle c'est le haut de l'iceberg, on s'intéresse à tous les profils d'aidants et on est sur la prévention de santé de l'aidant, et un aidant ça l'est dès le début, c'est-à-dire qu'on ne lui propose pas de partir en vacances à partir du moment où il est dans une situation extrême avec un proche qui a une pathologie extrêmement lourde, c'est-à-dire que on accueille beaucoup, nous, d'aidants qui sont par exemple au début de l'accompagnement d'un proche qui est au début de la maladie d'Alzheimer par exemple, et qui va souhaiter tout de suite partir en vacances. Et donc effectivement on va pouvoir lui proposer un projet qui va lui être adapté et qui va être modelé en fonction de ses envies. Parfois il va nous dire non, moi cet atelier-là ne me convient pas, j'aurais plutôt préféré ça. Alors les référentes vont être là pour modeler un séjour sur mesure par rapport aux besoins de l'aidant. Et donc là maintenant vous allez me dire ok, l'aidant il part en vacances, il profite, il souffle,
Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait du proche aidé? Parce que dans 95% des cas, l'aidant souhaite quand même partir avec son proche aidé, ça il ne faut pas l'enlever. Et donc ce qui fait notre force là à l'heure actuelle et ce qui va vraiment nous différencier d'une agence de voyage classique, hein, parce qu'il y en a qui pourraient, j'ai souvent la question, mais concrètement, pourquoi je partirais avec vous et pas avec une autre agence? Parce que Manur et Varepi, en plus de s'occuper de la prévention de santé de l'aidant et de proposer à l'aidant une activité qui lui est entièrement dédiée, ce qui n'arrive jamais puisqu'il ne prend jamais le temps d'y penser ou du moins de s'autoriser à avoir du temps rien que pour lui, on va le soulager en lui permettant de partir en vacances avec le proche aidé, puisqu'on coordonne tout ce qui va être service à la personne, soins infirmiers, sur nos lieux de vacances. Et là, vous allez me dire, mais vos lieux de vacances, ils doivent quand même être adaptés. Enfin, comment vous pouvez mettre en place la venue d'une auxiliaire, la venue d'une infirmière, puisqu'on a aussi la capacité de mettre en place, par exemple, de l'allocation de matériel médical quand c'est nécessaire pour les pathologies plus importantes. Et donc là, un point sur lequel j'aime bien insister, c'est que vraiment, on a cette volonté de ne pas stigmatiser le séjour de répit. L'aidant, au quotidien, il est enfermé dans un monde paramédical, social, duquel il veut sortir au moins pendant ses vacances. Donc on a sélectionné des établissements de tourisme classiques, comme j'aime bien les appeler, comme vous et moi on pourrait partir en vacances sans proche aidé à nos côtés. Donc on sélectionne effectivement des hôtels, des résidences thermales, ça peut être des villages de vacances. On prend bien soin de les sélectionner selon un cahier des charges, puisque ces établissements doivent quand même être conscients de la cible de clientèle qui va arriver au sein de leurs établissements. Il faut quand même qu'il y ait un personnel derrière qui soit apte à répondre potentielles demandes qu'il pourrait y avoir de la part des aidants, et surtout qu'ils aient bien évidemment tout ce qui va être accès PMR pour les pathologies plus importantes. Et puis on a également aussi la possibilité au niveau de l'accompagnement, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, la possibilité en dehors de la partie santé médicale avec les auxiliaires de vie, les infirmiers, de l'accompagnement plus classique avec Granier Charlie que vous avez peut-être vu là-haut, qui en fait propose tout simplement un accompagnement intergénérationnel par des étudiants. Donc on a aussi sur nos lieux de vacances des étudiants qui à la demande peuvent venir pour épauler le proche aidé pendant que l'aidant part en mini-cure, part en soins, part en massage ou part à son atelier tous les matins de sophrologie. Et donc ça aussi c'est vraiment important et je ne sais pas si en fait vous vous rendez compte puisque le monde du tourisme habituellement ne parle jamais avec le monde de la santé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on a réussi à convaincre. Je veux dire, on travaille avec, par exemple, Bellambra, Ternelia, très certainement des hôteliers que vous connaissez, et qui ont accepté de nous écouter pour sélectionner avec nous des établissements qui vont permettre ces séjours de répit et mettre en place des services qui, à l'heure actuelle, n'auraient jamais été pensables de mettre en place par d'autres hôteliers. Je veux dire, un hôtelier classique n'aura pas le temps et ne voudra pas tout simplement mettre en place une auxiliaire de vie, une infirmière sur ces séjours et ne pense même pas au fait qu'il y ait des personnes qui ne partent pas à l'heure actuelle en vacances parce qu'il n'y a pas tous ces services sur place. Donc c'est vraiment quelque chose quand même d'assez exceptionnel, le fait d'avoir pu conjuguer le monde du tourisme à celui de la santé. Donc on est encore très loin d'avoir convaincu tous les hôteliers de France. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, effectivement, voilà, on permet aux aidants de partir en vacances. Tout ça aussi pour dire que, bien évidemment, on ne fait pas que les faire partir en vacances. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une étude qui est faite tout au long du séjour, de A à Z, sur les bénéfices, les retours qu'on va avoir sur ces séjours, parce que le but n'est pas simplement de les faire partir en vacances, c'est aussi d'avoir un retour sur les bénéfices procurés grâce à ce séjour. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on tente petit à petit de mettre en place, notamment avec le docteur Hélène Rossino, une vraie étude en termes de retour sur la santé des aidants, pour vraiment pouvoir présenter dans peu de temps, j'espère, des chiffres qui permettront de justifier le bien-être en fait, des séjours qu'on propose à l'heure actuelle, puisqu'on le fait nous avec nos capacités en tant que start-up à l'heure actuelle, mais je vais mettre en place là avec Dr Hélène Rossino une étude plus précise. Mais c'est vrai qu'on a dans la majorité des cas des aidants qui vont, rien que le fait de ne plus faire la cuisine, de mettre les pieds sous la table et de partir en soins tous les matins, d'avoir l'auxiliaire ou l'étudiant qui est là pour prendre en charge l'aidé, va nous dire voilà, qu'il a pu enfin trouver le sommeil, que ses douleurs grâce à la mini-cure qui lui a été faite sur mesure a perdu ses douleurs. Enfin voilà, on est sur aussi des personnes qui nous citent une amélioration forcément de la relation avec le proche aidé, puisqu'il se retrouve dans les moments
positif, c'est-à-dire que l'aidé lui était accompagné, l'aidant était à son activité, il se retrouve le soir, enfin je veux dire on est sur des retours qui sont quand même assez exceptionnels et voilà, je pense que, enfin j'espère maintenant grâce à notre rencontre avec l'association SPS permettre aussi maintenant aux soignants, parce qu'on s'ouvre aux soignants et leur permettre de partir en vacances. Et pouvoir proposer aussi tout un panel d'activités qui va leur être proposé pendant ces vacances et le but est voilà, de leur permettre de souffler parce qu'ils ne pensent pas forcément à leur propre santé comme on a pu le voir et on est vraiment là pour les accompagner et voilà, après qu'est-ce que j'aurais pu rajouter aussi quand même? Combien vous avez d'établissements? Alors on a 17 destinations en France. Partout, dans tous les départements? On ne couvre pas encore toutes les régions. On est en train de couvrir géographiquement, mais on n'a pas encore tout fait. Parce que les dents également, et ça rejoint aussi la notion RSE, les dents souhaitent aussi être plutôt à proximité, entre 200 et 300 km de son domicile. Donc on va de plus en plus étendre cette carte géographique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle que nous avons, bien sûr, il y aura la proximité, il y aura tout le territoire qui sera couvert. Et aujourd'hui, s'il n'est pas couvert, c'est juste parce que demain, il n'y a pas 20 000 aidants qui sont en porte à notre porte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instant où je vous parle, si demain vous me disiez j'ai 20 000 aidants qui veulent partir en vacances, c'est aucun problème pour nous, hein, mais zéro. Hein, vous avez des partenariats? Ah oui, on a des partenariats avec des hôtels, sûr, des chaînes et tout ça? Absolument, on a des partenariats. Donc ça pose aucun problème. Olivier? Oui, dans la continuité de la rencontre entre la santé et le tourisme, oui. Vous prenez des partenariats avec qui pour les Alors, on a différents partenariats. Oui, alors pour la partie tourisme, forcément, on est partenaire d'hôteliers. Pour la partie santé, on a des partenaires, tout ce qui va être cabinet d'infirmiers libéraux, les sociétés de services à la personne, Granier et Charlie sur le plan accompagnement hors médical. Ouais, on a vraiment établi, et c'est un travail de longue haleine, hein, c'est-à-dire qu'on doit sur chacune de nos destinations aller chercher des partenaires en santé qui vont accepter de prendre en charge à la demande, parce que c'est pas tous les jours non plus, un aidé qui va venir en vacances avec son proche aidant. Et donc ça c'est la partie effectivement la plus complexe, mais à ce jour on a cette, sur l'ensemble des destinations qu'on propose, ouais, on a vraiment une personne qui est dédiée sur la partie prestataire santé à développer tout ce réseau. Oui, Morgane. Merci beaucoup, en tout cas c'est beaucoup plus clair. Vous disiez que la première étape dans le centre d'écoute c'est de lever les freins, donc vous avez cité les freins logistiques, donc maintenant c'est beaucoup plus clair sur qu'est-ce qui met en place la personnalisation. Vous parliez également des frais financiers, est-ce que vous pouvez faire peut-être 500 €? Est-ce que c'est déclenchable à chaque fois? Comment en fait vous arrivez à mobiliser Je voulais voilà, revenir sur la partie que j'ai oubliée en fait sur les freins, la partie financière. Là en fait à l'heure actuelle on a des partenariats avec des caisses de retraite, des assurances, des mutuelles qui permettent en fonction de la vérification de l'éligibilité de l'aidant à ces aides d'avoir une prise en charge financière pour bénéficier en fait tout simplement d'un reste à charge vraiment très 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 faible. Donc concrètement qu'est-ce qu'on va faire ? En fonction des accords que l'on a avec ces organismes, on va soit nous, soit eux, vérifier l'éligibilité de l'aidant. Donc il faut tout simplement être aidant, qu'il soit retraité ou actif. On a quand même eu des accords assez importants. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est très très rare qu'on donne des aides pour partir en vacances. Donc on a quand même fait un pas en avant avec ces organismes qui est très très important. Même si on est loin d'être à ce qu'on voudrait réellement être. Mais effectivement, on a des prises en charge de la part de ces organismes qui permettent aux aidants tout simplement de mettre un premier pied à l'étrier. C'est-à-dire que faut pas penser que l'aide financière pour les aidants, c'est la carotte. Hein. C'est-à-dire que ça permet forcément à certains qui, ayant de faibles ressources financières, ça permet à certains de partir en vacances. Mais il faut savoir que ces aides ne sont pas attribuées chaque année. Normalement, en général, les organismes l'attribuent une seule fois dans la vie de l'aidant. Et effectivement, malgré ce qu'on pourrait penser, à partir du moment où l'aidant a goûté une fois au fait de partir en vacances avec tous les services qu'il y a autour, eh ben, dans la majorité des cas, ils veulent repartir l'année suivante, même s'il n'y a pas forcément l'aide qui est réitérée. Voilà. Et donc après, au-delà des accords cadres qu'on a avec ces organismes, nos référentes au centre d'écoute ont aussi la capacité de faire différentes démarches en ce qui concerne les aides financières, même si on sait tous qu'à ce jour, l'aide au droit au répit est très 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 peu attribuée dans le cadre de motifs des vacances en fait, tout simplement.
Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est un répit comme un autre. Et l'aidant a le droit aussi de bénéficier de répit autre qu'une aide à domicile. Ça peut aussi être un coup de pouce pour partir en vacances tout simplement. Donc, sur le plan financier, on a effectivement tous ces accords cadres qui continuent de grandir et j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas pour permettre vraiment de couvrir quand même une grande partie des organismes pour donner un petit coup de pouce aux aidants pour partir en vacances. Même si je le répète, ce n'est pas la carotte et l'aidant ne part pas en vacances juste parce qu'il y a une aide, parce qu'on se rend compte à l'heure d'aujourd'hui que ceux qui en ont bénéficié cette année ou l'année dernière veulent repartir même si l'aide ne lui est pas réattribuée l'année d'après. Et ça, c'est vraiment un pas quand même, je pense, assez important. Pour revenir sur le sujet de l'impact qu'on n'a pas terminé tout à l'heure, donc l'impact est déjà chez nous visible. Alors il est visible pour deux raisons. La première, c'est que la grande majorité de ceux qui sont venus en vacances et qui pensaient que jamais plus dans leur vie d'aidant ils pourront accéder aux vacances, demandent à revenir. Donc là, on a déjà un premier impact. Le deuxième impact qu'on a, évidemment, c'est les témoignages qui remontent du terrain, que ce soit l'amélioration du lien social, comme l'a si bien dit Amélie. Je pourrais vous raconter à longueur de journée des événements qui se sont passés, de gens Alzheimer qui tout à coup sont revenus à la vie. Les mariages. Et oui, pourquoi pas, les mariages. En tout cas, et l'impact pour nous qui paraît le plus étonnant, auquel on n'était pas préparé, c'est que après un court séjour d'une semaine simplement de vacances, l'aidant rentre chez lui et modifie sa façon de vivre sa vie d'aidant. Alors là, on était scotchés, on n'avait jamais vu, on n'avait jamais pensé ça. On avait pensé, bon, ils vont souffler un petit peu, ça va aller un petit peu mieux, et puis ils vont continuer. Ah non, ils ont modifié leur façon de voir leur rôle d'aidant, parce qu'ils ont déjà eu des premiers petits outils qui leur ont permis d'améliorer ça. Et ça, c'est quelque chose pour nous très intéressant, qui, à mon avis, demandera un énorme travail avec les associations que vous portez, les aidants que vous portez, pour voir comment on va pouvoir ensemble, pendant les moments de séjour, amener les outils que vous avez. Parce qu'en fait, pendant les vacances, en fait, on abandonne tout et on est dans la liberté et c'est au moment où on est le plus réceptif. C'est juste étonnant. Et là, on peut amener quelques outils. Alors, pas transformer les vacances en centre de formation, comme certains me le suggèrent, pour les aidants, mais aérer la semaine par 2-3 actions et amener des outils qui permettent justement aux aidants d'avoir un impact positif. Et concrètement, ça veut dire que Manureva est référencé au niveau de la plateforme d'écoute avec nos proches, c'est ça? Nous, on pourrait par exemple très bien au niveau de nos psychologues, en fonction, référencer, en tout cas dire que ça existe, comme on a nos unités dédiées, mais nos unités dédiées, c'est des unités un peu psychiatriques, des anciennes unités psychiatriques, où les gens ont un accompagnement médical, mais des fois ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne se sentent pas malades. Et d'ailleurs, pourquoi on a mis des psychologues sur notre plateforme et pas des psychiatres, etc. Parce qu'ils disent, ils sont dans l'écoute, mais je ne me sens pas malade. Donc si après, on débriefera, mais on peut offrir, on en a déjà parlé, mais c'est qu'au niveau de la plateforme, il y a une ressource supplémentaire qui pourrait être Manureva Répit dans l'accompagnement. Je parlais tout à l'heure avec Janssen, avec Valérie. Oui, Valérie. Et donc on a ce sujet qui traîne depuis longtemps, Olivier connaît ça, c'est le sujet des salariés aidants. D'ailleurs c'est... Morgane, excusez-moi, vous savez, on se connaît un petit peu parce que je suis un peu un zombie dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, c'est la mode, c'est les aidants salariés. On a entendu ça, bon, ok, c'est peut-être une mode, mais Olivier pourrait me dire, non, c'est vieux, ça fait 20 ans qu'on parle des aidants salariés, et jamais le sujet est apparu. Tout à coup, maintenant, on va s'occuper des aidants salariés. C'est assez sympa comme histoire. Et effectivement, on va faire pas mal de choses pour les aidants salariés. De nouveau, vous l'avez entendu tout à l'heure, Valérie nous l'a dit, en fait, ils ne vont surtout pas se manifester dans l'entreprise. Ils ne vont pas dire « Coucou, je suis aidant salarié, youpi !» Ah bon? Oula, manager, vous voulez vérifier combien de fois elle téléphone par jour à titre perso pour voir un peu si ça n'influe pas sur notre qualité de travail, etc. Et tout. Et donc, j'ai dit, mais voilà, encore une fois, pourquoi nous sommes le trait d'union? Parce que je ne vous demande pas de désigner les aidants salariés chez vous.
Ils appellent directement. Je vous demande simplement, bien sûr, je vous demande simplement de dire à l'ensemble de vos collaborateurs, et on vient de signer la convention de partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, d'accord, qui a envoyé cette semaine, bon, c'est une belle semaine, hein, vraiment, cette semaine, je pourrais vous montrer, la newsletter aux 2500 salariés de la Banque Populaire Méditerranée, ok, en leur disant, nous avons signé une convention avec Manureva Répi, si vous êtes aidant et que vous avez besoin de souffler, appelez Manureva Répi. Et donc, ils ne vont même pas parler au DRH, ils ne vont parler même pas à leur chef de service, ils vont dire est-ce que je pourrais prendre quelques jours de repos? Ah oui, oui, pas de problème, ok. Peut-être ils vont raconter une belle histoire, c'est pourquoi? C'est pour garder les petits-enfants, hein, ça marche aussi. Et, enfin, ça, c'est un truc que je connais bien. Et donc, et ils vont partir en vacances, et tout à coup, ils vont avoir les outils d'aidants pendant les vacances, et ensuite, on peut leur expliquer, mais si vous voulez, on peut aller plus loin. On peut vous rapprocher quand même de vos services DRH. Peut-être qu'ensemble, on pourrait grandir plutôt que de dire ouais, on a une solution toute faite pour vous. Et donc, je trouve ça aussi, au niveau des entreprises, un très beau travail à faire. Et ce que j'essaye, et j'espère qu'on arrivera à le faire ensemble, Catherine, ce que j'essaye, c'est de parler aux DRH des CHU. Et là, mon Dieu, que je suis déçu. Enfin, on connaît. C'est compliqué pour nous aussi. On connaît. Ah oui, les compliqués. C'est pour ça quand j'entendais, je crois que c'est Estelle qui va avec sa caravane, je trouve ça... Dans les hôpitaux, je me dis mais comment vous faites? Alors nous on a énormément de mal aussi à arriver en leur disant on a une solution d'accompagnement psychologique pour nos soignants. Alors je ne sais pas, ils ont dû bugger à un moment donné, et donc ils ont mis des gens qui doivent gérer des soignants et qu'ils ont bugué des trucs, enfin bon, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je vais essayer d'arriver jusque-là et leur dire, bon, ok, vous devez compresser les gens pour la rentabilité, tout ça. Ok, voilà. Ça serait bien. Oui, je connais très bien le sujet, mais pourquoi vous leur dites pas qu'il y a quand même une solution, juste pour les informer de cette petite solution de répit. Et tu as un taux de transformation? Parce que nous, c'est par exemple une plateforme, c'est 3% des gens qui souffrent qui appellent une plateforme. Vous connaissez un peu le taux de transformation de personnes qui pourraient appeler un besoin de ressources? Non, pour l'instant, non. Non, on n'a pas de retour pour l'instant. Voilà, donc, donc en ce qui nous concerne, pour me dire un peu de l'avenir, donc on s'appuie aujourd'hui sur ce que moi j'appelle les institutions, donc c'est les pouvoirs publics qui sont portés par mes amis et qui vont essayer de faire passer le message, où on n'a pas besoin forcément de dépenser tellement d'argent, et on est plus fort dans la communication avec une petite aide financière qui est juste une aide finalement incitative pour permettre le premier pas. Et une fois qu'on a fait le premier pas, je vous le dis, plus de 70% d'entre eux viennent et reviendront même sans aide financière. Donc c'est quand même important, ça c'est le côté. Ensuite je parle moi à la partie institution. Pour les uns, les aidants n'existent pas. Mais vraiment, mais des grandes institutions, des caisses de retraite, etc., ils communiquent sur le sujet, mais d'une façon très officielle, pour eux, les aidants, ce n'est pas un sujet. D'accord ? Et c'est vraiment un débat très intéressant, c'est un débat d'ailleurs peut-être philosophique, hein. Les aidants n'existent pas. Bon. Et pourquoi les aidants n'existent pas? Ben parce que nous sommes tous des individus qui allons aider notre proche et on grandit là-dedans, etc. Et tout. Il y a juste une notion qui est partie, c'est que vu la complexité, la contraction de la société, telle que Thierry l'a bien expliqué tout à l'heure, eh bien nous allons tous devoir être de plus en plus agiles et d'avoir de plus en plus d'outils et donc de devenir un peu spécialiste de quelque chose. Et donc en fait l'aidant c'est un petit spécialiste de soignant. Voilà, voilà. Et donc on sera bien obligé d'accéder à ça et ce monde-là il existe bien et il faut bien aller vers eux. Donc ça c'est le sujet que j'essaie de faire passer au niveau des institutions. Et puis ensuite il y a tout le monde associatif dont j'ai souvent parlé et qui pour moi est notre porte-parole, notre porte-voix qui fait un travail remarquable et avec lequel on a aujourd'hui dédié chez nous en interne quelqu'un qui parle que à ce monde-là. C'est-à-dire qu'on fait même, on va travailler avec les plateformes de répit, puisqu'on est même référencé aujourd'hui dans des plateformes de répit, ARS, etc. On est référencé chez vous, évidemment, voilà. Et là, c'est Mélanie, chez nous, qui est le lien pour avoir cette force de communication et permettre les séjours de vacances répit. Et enfin,
Le dernier axe qui, à travers le monde des aidants salariés, évidemment, parle toujours encore aux gens qui sont les intermédiaires, mais surtout, aujourd'hui, en ce qui me concerne, ma stratégie et toute l'énergie que je mets va aller vers le monde du tourisme. Je ne vois pas, à l'instant où nous sommes, comment on pourrait accélérer le sujet des vacances répit sans s'adresser à ceux qui offrent les vacances depuis des siècles dans notre pays. Voilà un peu le cheminement tel que je le vois. Merci beaucoup. Merci. Sylvain, Olivier. Catherine, oui, tout à l'heure, je souriais parce qu'il y avait une expression quand vous parliez de difficulté de laisser ses affaires personnelles au vestiaire. Ça, c'est ancestral à l'hôpital. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait aussi changer les choses en réfléchissant tout haut, en disant comme les services à la personne, là, il y a des départs en masse. C'est pas qu'on arrive à recruter, c'est qu'il y a des départs en masse. Bah, les soignants, c'est pareil. Donc si on veut garder l'expertise, les talents, peut-être offrir justement, à contrario, justement renverser la table pour offrir des bouquets de services pour accompagner les soignants et qui sont bien à l'aise pour la bien-traitance, etc. Donc c'est là justement à nous de tous ensemble, parce que le temps va manquer, sinon on va dans le mur, de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de personnes de service, des soignants épuisés. Donc non, là on a la porte ouverte justement pour nous faire entendre. Madame. Je me demandais si vous arriviez à faire des interventions JAD dans les facultés de médecine, les IFAS, les IFSI, ou c'est... Alors déjà, mais même au-delà de ça, présenter notre association pour la faire connaître. Moi personnellement, j'interviens dans les IFSI, les IFAS. Je vais à Dijon dans une fac de médecine la semaine prochaine. Donc oui, on sème des graines. Après, je crois que quand même, ce qu'on disait sur les pouvoirs publics, les institutions, la difficulté en fait, c'est de montrer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres là-dessus, parce qu'encore une fois, la prévention, c'est pas dans la culture française non plus la prévention santé. Notre système est nul, il faut dire ce qui est. C'est un gros mot, la prévention. Mais oui, mais c'est un vrai problème. Et là, on est dans la prévention santé, et pour tendre vers un système efficient, et je dis bien efficient et pas efficace, il faut qu'on puisse avoir des soignants. Alors bon, là, je prêche pour notre paroisse à nous, mais ça marche aussi pour les aidants qui sont salariés, ce que vous disiez tout à l'heure. Pour que les systèmes soient efficients, il faut que les personnes se sentent bien et soient bien dans leur tête. Je vais vous donner un exemple très concret. J'avais une collègue aide-soignante qui commençait à maltraiter les patients. Elle était aide-soignante de nuit et elle était maltraitante verbalement, mais physiquement aussi avec les patients. Et en fait, donc elle s'est fait convoquer, elle a eu un blâme, enfin bref, tout le cinéma habituel, sauf que personne ne lui a demandé ce qui se passait dans sa vie privée. Et en fait, son papa avait la maladie d'Alzheimer. Donc elle travaillait de nuit, elle partait le matin, s'occupait de son père, elle le levait, elle le lavait, elle lui donnait son petit-déj, elle allait se coucher 1 heure, elle retournait le midi, elle se recouchait 1 heure et elle ne dormait pas. Et je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Quand on ne dort pas, on n'a pas de patience, et quand on n'a pas de patience, on s'énerve. Enfin, on est tous pareils, on est que des êtres humains. Mais personne n'a fait la démarche de comprendre pourquoi elle en était arrivée là. Parce que chacun est... Voilà, on est sur les normes, on est soignant, on doit être comme ça. On est salarié, on doit être comme ça. Mais personne ne s'intéresse à la vie de l'autre parce qu'on est dans une société individualiste. Mais c'est notre responsabilité. Je pense qu'on a une co-responsabilité de faire passer ces messages et de prendre soin les uns des autres. Au-delà même de nos sujets aujourd'hui, d'aller vers les autres et de nous intéresser. Enfin, encore il n'y a pas si longtemps, un monsieur qui s'est effondré à quelques mètres de l'hôpital est resté plusieurs heures par terre sans que personne ne s'arrête. Voilà, et ça nous montre bien notre société, et c'est d'une tristesse sans nom, et je pense qu'on est vraiment tous co-responsables de ça, et il est grand temps que ça change. Voilà. Mais oui, tu as raison, Pauline. Ouais. Pour répondre à votre question, Anne, on a énormément de mal à recruter des personnes dans les structures de santé pour venir à nos ateliers ressources. C'est un peu les aidants invisibles. Nous, on a des soignants invisibles, entre guillemets, par rapport à leur besoin de se sentir mieux. Et quand je vois le mal qu'on a eu lundi, on offre des ateliers, mais comme ils disent, c'est magique ce que vous offrez, l'activité physique, la sophrologie, enfin, tout clé en main, etc., dont on rêve tous. Mais quand je vois l'énergie que la DRH a déployée pour faire venir 40 personnes, un truc clé en main dans une salle... voilà ce qu'elle est,
et que du coup le directeur d'établissement s'est aussi mobilisé, mais parce qu'il était déjà lui-même, il a fondé l'atelier Cognac G, etc. Il était déjà très sensibilisé, mais nous on a énormément de mal à mobiliser les structures, les DRH, alors quand ils sont un peu sensibilisés, quand eux-mêmes ont fait un burn-out, etc. Et c'est ça en fait, je pense, on parle des aidants invisibles, mais aussi les soignants, ils se culpabilisent à aller une journée ou un soir, etc. Même une heure. Même une heure, venir faire un truc pour eux, et quand on leur dit, mais attendez, c'est pas la communication non violente, voilà, c'est pour vous, c'est profitez-en. Là, ils nous regardent, ils nous disent, qu'est-ce qu'elle me dit là en tout cas, c'est déjà une prise de conscience. Pour moi, c'est déjà une révolution. Ouais. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les nouveaux étudiants en médecine, mais de tout mon cursus, je n'ai pas souvenir qu'à un moment on m'a expliqué que pour être un bon médecin, il fallait aussi que je prenne soin de moi. Oui. Non. Et je pense que dans toutes les études d'être soignant ou même infirmière, je ne suis pas sûre que ce soit un discours qui passe auprès des Ça tend à changer quand même. Ça tend à changer, mais depuis 5 ans, c'est vrai qu'on bouge les lignes, on communique, on dit mais si vous dormez pas bien, si vous faites plus de sport, si vous partez plus en vacances, mais c'est difficile. Par contre, vous voyez ce matin, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer Déjà, on réfléchit, je travaille. C'est ça. Un aidant, qu'est-ce qu'il fait pour se ressourcer? Alors, c'est pire. Donc moi, je dis aidant, soignant, même combat. C'est ça. C'est même combat. C'est aidant, c'est j'aide mon proche. Soignant, je soigne un patient. Mais si je suis pas en forme, moi, on parle énormément, et moi, ça me saoule, ça, de la qualité de vie au travail. Alors, ok, moi, j'adore les baby-foot, les machins, les trucs. Qualité de vie au travail, c'est super. Mais si vous n'avez pas bien dormi, si votre enfant est malade, si vous soignez un proche, si vous venez de divorcer, si vous déménagez, vous avez beau avoir une super qualité de vie au travail, si vous n'êtes pas en forme et que vous n'avez plus de lien social, vous avez une crise sanitaire qui est venue par là, c'est dramatique, quoi. Donc, ok, qualité du travail, mais déjà, qu'est-ce qu'on fait pour les gens pour qu'ils soient en bonne santé? Donc ça, c'est la priorité, que ce soit les aidants, les soignants. C'est pour ça qu'on a les mêmes approches, les mêmes problématiques, et finalement, la même solution pour essayer de se ressourcer. Donc il y a un vrai travail de synergie autour de ça.